Alors, c'est dans... Je vérifie quand même là. Ok, c'est bon. C'est à vous. Tu peux leur dire que c'est bon. C'est bon, c'est à vous. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Mayal, Nicolas, vous pouvez me faire un signe? Ouais. Oui, c'est bon, moi. Super. On attend peut-être quelques minutes que les participants puissent rejoindre la conférence. Bonjour à tous. Merci aux participants d'être là. Donc, je m'appelle Florent Bédécaratz. Je suis responsable du management de la donnée à Nantes Métropole. Et nous venons vous faire une présentation sur une démarche de développement d'algorithmes d'intelligence artificielle au service des politiques publiques que nous sommes en train de mener, et en particulier une expérimentation que nous venons de finaliser sur qui est encore en cours, mais dont la première phase a été finalisée, pour utiliser l'IA afin de maîtriser le gaspillage alimentaire dans les cantines à Nantes. Et donc, je vais faire cette présentation avec deux de mes collègues, Nicolas David, qui est senior data scientist chez Vertigo, et Mayol Lombard, qui est data scientist et consultant à Maestria Innovation. Et nous serons également rejoints en cours de réunion par Francky Trichet, qui est élu à la ville de Nantes au numérique et à l'innovation, et qui est également vice-président de Nantes Métropole, mais qui a un petit peu de retard. Et donc voilà, je vais commencer la présentation. N'hésitez pas à poser des questions sur l'outil prévu à cet effet sur le portail de la conférence, et elles nous seront retransmises et on pourra, à l'issue de cette présentation, vous répondre et puis entamer une discussion par ce biais. Et voilà, on prévoit grosso modo une trentaine de minutes de présentation. On laissera probablement 5 minutes à Francky Trichet pour qu'il explique aussi la démarche plus large et la vision plus large qu'il y a derrière tout ça. Et ensuite, on aura du temps pour échanger avec vous. Donc, peut-être pour commencer,
je voudrais dire que la question des données est un sujet qui monte en puissance à Nantes Métropole. L'an dernier, un document programmatique et une déclaration d'ambition a été adoptée par la maire présidente Johanna Roland, qui est une charte métropolitaine de la donnée et qui prend de nombreux engagements pour maîtriser les données sur le territoire, à la fois pour indiquer que les données qui émanent du service public doivent rester sous la souveraineté de la collectivité, même lorsqu'elles font l'objet de délégations de services publics à des tiers ou autres, et également pour protéger les données à la fois des citoyens et également du service public. Et donc, on a mis en avant des principes qui pouvaient apparaître très régulateurs, très protecteurs. Et donc, il y avait également un souci de bien mettre en avant le fait que on met en avant ce cadre protecteur, mais qu'on cherche également à promouvoir l'innovation. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir montrer qu'on pouvait continuer à innover dans un cadre protecteur. Et donc, c'est ce qu'on vient notamment vous présenter aujourd'hui. Donc, on cherchait notamment des cas particuliers pour bien pouvoir démontrer et inventer un peu une manière de produire de l'intelligence de la donnée. Et donc, on a choisi un cas pratique qui est celui en fait, de la restauration scolaire dans la ville de Nantes. Il faut savoir que dans la ville de Nantes, on a environ 16 000 repas qui sont servis par jour aux enfants en maternelle et en élémentaire, et que Nantes pratique une politique de table ouverte, c'est-à-dire que les enfants s'inscrivent le matin en arrivant à l'école pour le midi du jour en question. Or, les repas sont produits 3 à 5 jours à l'avance, avec des commandes qui sont passées plus d'un mois à l'avance. Donc, il y a un vrai enjeu à arriver à prédire le nombre d'enfants qui se présentent, qui vont venir déjeuner ce midi, afin de pouvoir ajuster les commandes aux fournisseurs qui se font plus d'un mois à l'avance, la production qui commence à se planifier 2-3 semaines à l'avance, et la fabrication qui, elle, est réalisée plusieurs jours à l'avance. Et donc, ça, c'est un travail que les agents font eux-mêmes. Donc, à la fois au niveau de la cuisine centrale, on a quelqu'un qui va faire des estimations 4 à 5 semaines avant le jour d'un repas. Et dans les écoles, on a des agents techniques de restauration, des ATR, qui vont faire une estimation 2 à 3 semaines avant le jour en question sur le nombre d'enfants qu'elles estiment qui vont se présenter 2 à 3 semaines plus tard. Et en fait, on a d'une part un volume qui croît et une variabilité qui s'est également accentuée. Et on est passé en fait d'un nombre de repas produits en trop autour de 5% en 2011-2012 à 10% en 2018-2019. Donc, l'objet pour nous était de mobiliser des données existantes, des données qui sont à la fois internes, qui viennent de notre système d'information, et également des données qui viennent de l'externe, d'autres sources, afin de prédire le nombre d'enfants qui viendront déjeuner à la cantine au moins 4 semaines à l'avance. Peut-être, et avant de passer la parole à mes collègues, dire que cette démarche a été menée d'une manière assez nouvelle, en tout cas pour les sujets liés à la donnée à Nantes. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé en mode défi. C'est-à-dire que nous, déjà en interne, ça a mobilisé une gamme d'acteurs assez diverses, à la fois mes collègues au numérique, à la DSI, mais également les collègues à la cuisine centrale, donc les responsables des diététiciens, responsables de la production. On me signale qu'il y a peut-être un écho. Est-ce que vous avez un écho lorsque je parle? Vous pouvez Bon, je continue et puis je vous laisse me dire s'il y a encore s'il faut que je trouve un autre système, s'il y a trop d'écho. Merci. Pardon, je reprends le fil.
Et donc, on a également fait une mise en concurrence, un marché public qu'on a appelé multi-attributaire, ce qui n'est pas très commun chez nous. C'est-à-dire que plutôt que de choisir un seul candidat, on en a retenu 2 afin de pouvoir comparer les rendus qui seraient similaires entre les 2 approches, mais également valoriser des spécificités que différentes approches pourraient être faites. Et ça à des fins de stimuler l'innovation. Et on a également travaillé dans une approche collaborative, c'est-à-dire que les 2 équipes de Maestria et de Vertigo ont collaboré ensemble sur tout ce qui est la partie, toute la partie préparation des données, nettoyage des données, validation et également les entretiens avec les métiers. Et également, ça a été fait dans des délais assez serrés, ce qui, en tout cas du côté de la commande publique, est vraiment assez nouveau. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler en janvier, on est maintenant en décembre, avec des protos opérationnels qui sont présentés. C'est une démarche ouverte. Toutes les données qui ont été utilisées sont publiées sur le portail Open Data de Nantes Métropole. Vous pouvez vous y rendre, vous trouverez les données ainsi que le rapport que je vais mentionner après. Il y a également les codes sources qui ont été publiés en licence ouverte sur le portail GitHub de Nantes Métropole. On a fait un rapport qui détaille un peu toute l'expérience qu'on a menée au travers de tout ça. Et on a également ouvert, et on ouvre aujourd'hui y compris, une invitation à d'autres territoires à venir participer à ce processus. Un point sur le fait de dire qu'on avait vraiment à cœur de développer une IA qui soit dans un cadre éthique et d'une manière qui soit responsable. Et pour nous, une IA éthique, ça veut dire 5 choses. Tout d'abord, c'est le fait que l'objet de cette IA répond à des enjeux environnementaux. On parle de gaspillage alimentaire en particulier. Également des enjeux sociaux. On est sur une politique de table ouverte qui est donc la variabilité de la fréquentation des cantines, elle est accentuée encore plus à Nantes parce qu'on a une politique de table ouverte. Et cette politique de table ouverte, elle sert avant tout pour les publics les plus défavorisés qui n'inscrivent pas leurs enfants à la cantine si on exige que ce soit fait plusieurs semaines à l'avance. Ou alors les gens qui ont des activités très irrégulières. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de pouvoir défendre. Et également d'un point de vue économique, il faut voir que on estime que le coût des matières premières pour un repas, c'est 1,65 €. Donc, comme on va le voir, on économise 430 repas par jour. Ça fait presque de 1 000 € économisés. Ça fait presque entre 500 et 1 000 € qu'on peut raisonnablement espérer économiser tous les jours, qu'on multiplie par le nombre de jours par an, au bout d'un moment, ça fait des sommes. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de petits producteurs locaux, pour eux, Nantes, c'est leur principal débouché commercial. Donc, lorsque le producteur de poulet d'Ancenis qui fournit le poulet rôti à la cantine, lui, il met ses poulets en batterie pour Nantes. Donc, le fait de pouvoir anticiper de manière précise 4 à 5 semaines avant la commande qu'on va faire, c'est important pour le confort des petits producteurs locaux. On a aussi pris le soin d'utiliser aucune donnée personnelle. Il faut savoir que ça aurait techniquement pu être une possibilité. On a des données de facturation, par exemple, qui auraient permis d'identifier, de faire des probabilités au niveau individuel, des choses comme ça, parce que pour la facturation, la fréquentation est suivie à un niveau individuel, mais on a d'emblée exclu le fait de pouvoir le faire, parce que Nantes a adopté des principes de protection des données personnelles qui sont très rigoureux, que par ailleurs, la donnée de facturation, elle est collectée pour d'autres fins que celles qu'on aurait utilisées ici. Et par ailleurs, ça soulève aussi des enjeux juridiques qui sont importants s'agissant de mineurs de moins de 15 ans. Je vous renvoie au RGPD, à la CNIL. Donc, également, l'idée, c'est avec ces algorithmes, d'éclairer la décision des agents sans chercher à les remplacer. Et donc voilà, je pourrais répondre à des questions là-dessus si vous voulez plus de détails. Je suis un peu long, donc je vais passer la parole rapidement. Et ensuite, on a également souhaité sélectionner des algorithmes qui soient le plus interprétables possible. Et on met l'accent sur les mécanismes qui vont nous permettre de superviser son fonctionnement pour surveiller d'éventuelles dérives. Et on a également pris un soin particulier à contrôler, déjà anticiper un peu les attentes qu'on a pour pouvoir auditer
des biais potentiels qui pourraient être dans les algorithmes. On n'est pas sur des risques de discrimination par l'IA, comme ça a pu se voir récemment. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus parce qu'il s'agit ici pas de décisions individuelles, mais bien d'estimation d'effectifs globaux. Mais il y a des risques. Par exemple, les écoles qui ont le plus de variabilité et qui ont une fréquentation la plus erratique, ce sont les écoles des quartiers populaires. Et on aurait pu, si on ne fait pas attention, par exemple, on pourrait être amené à faire un algorithme qui systématiquement sous-évalue dans ces endroits-là à cause de ce caractère erratique. Donc, on a vraiment fait attention à essayer on fait vraiment attention à essayer de bien tenir compte de ça pour le surveiller et s'assurer que ça ne se produise pas. Je vais passer la parole à mon collègue Nicolas pour la suite. Oui, merci Florent pour cette présentation du contexte. Donc, bonjour, Nicolas de chez Vertigo. Donc, nous, on a été enchantés de travailler sur cette problématique qui est très intéressante. Et je vais revenir un peu sur cette partie modélisation. Et tout d'abord, en fait, l'idée, c'est de se demander, évidemment, on est dans une conférence sur les données, sur la data, de se demander qu'est-ce qu'on veut dire, en fait, quand on parle de prédire ou de donner des prévisions ou d'entraîner un modèle prédictif. Donc, il faut bien comprendre que, tout d'abord, on a des données, dont parlait Florent ici. On va revenir après en détail sur qu'est-ce qu'étaient ces données. Et à partir de ces données variées, on va réaliser ce qu'on appelle un entraînement. Donc cet entraînement, justement, c'est un algorithme qui se tourne sur une machine et qui va produire un modèle, donc un modèle qui est un objet mathématique qui reste sur l'ordinateur, qui est en fait une fonction que l'on peut utiliser sur des nouvelles données. Ces nouvelles données vont justement passer dans le modèle et faire, après une étape qu'on va appeler prédiction, des résultats. Un résultat, en fait, ou une prévision, qui peut être utilisée de deux façons. Soit une utilisation métier directement, c'est-à-dire, par exemple, transmettre la consigne, dans notre cas, à des agents pour qu'ils puissent tirer des conclusions de ces chiffres. Ou au contraire, tout d'abord, les étudier, se demander est-ce que ces résultats sont bons au regard de ce qui s'est passé auparavant? Est-ce qu'ils ont l'air cohérents? Et si c'est le cas, eh ben, tant mieux, on peut les utiliser, c'est ce dont je parlais. Si ce n'est pas le cas, on peut justement tâcher, par une boucle de rétroaction, de venir modifier un peu l'algorithme ou même les données pour essayer d'avoir un modèle qui va refléter au mieux la réalité, avoir les meilleures performances. Ces ajustements, justement, ils peuvent être, comme je disais, d'un point de vue des données, mais également au niveau de l'algorithme lui-même, changer de type de modèle, on va y revenir, changer des paramètres qui permettent d'entraîner un modèle, etc. Donc maintenant, on va s'attarder sur les données. Si tu peux. Parfait. Donc pourquoi, en fait, dans ce projet, on peut se dire qu'utiliser de la modélisation, des prévisions et de l'intelligence artificielle est intéressant? Et bien en fait, parce qu'on avait des données disponibles, on avait même beaucoup de données disponibles. Donc à gauche, ici, les données brutes sont les fichiers tels qu'on les a reçus, tels qu'ils sont disponibles sur la partie justement en open data, qui nous permettent de mieux comprendre ce problème. Donc on avait des historiques de fréquentation, un historique de fréquentation des restaurants scolaires, donc on va dire environ 6 ans de données, peut-être même 7, pour 87 restaurants scolaires, des historiques de prévision des agents pour chacun de ces restaurants scolaires, donc combien on estime d'enfants vont venir manger chaque jour. Donc là, ça va représenter les consignes en fait qu'on va essayer d'approcher. Et après, des éléments qui vont plus servir à décrire chaque jour qu'est-ce qu'il se passait. Par exemple, les menus de l'ensemble de cette période. Donc, quelles étaient les options? Qu'est-ce qu'on pouvait manger chaque jour dans le restaurant scolaire? Les effectifs des écoles, le nombre d'élèves qui est inscrit dans chaque école. Donc ça, on se doute, par exemple, que ça va jouer un rôle prépondérant parce que si un restaurant dépend d'une école avec 150 élèves, alors qu'un autre restaurant dépend de 2 écoles qui vont avoir chacun peut-être 40 élèves, on se doute que dans le premier cas, il y aurait plus d'enfants qui viendront manger en moyenne. Les jours de grève également, les dates des vacances scolaires, les dates de fêtes religieuses. À partir de ces données brutes, on va en fait les traiter donc par des algorithmes pour les rendre plus digestes pour les algorithmes, pour les rendre utilisables. Par exemple, on va déjà retirer des jours qui semblent être des jours particuliers.
les jours de grève, les jours de sortie scolaire, ou des valeurs aberrantes qui pourraient correspondre à des erreurs de saisie, par exemple. Donc tout ça, on va les mettre de côté pour ne pas s'entraîner sur des choses qui sont apparemment fausses ou qui contiendraient de l'info dont on veut se passer. Et ensuite, il y a une autre partie dans le traitement qui va consister à extraire de l'information de manière à la rendre, ce que je disais, digeste pour l'algorithme, de manière à ce qu'il puisse la comprendre. On se doute qu'on ne va pas donner directement le menu en fait, à l'ordinateur. On va en fait lui traduire ça, par exemple, par des questions qu'on va appeler booléennes. Est-ce qu'il y a du poisson dans le menu, oui ou non? Est-ce qu'il y a de la viande? Est-ce qu'il y a du porc? Est-ce qu'il y a des aliments bio? Et on va aussi ajouter des aspects, par exemple, un peu plus fantaisistes, mais qui reflètent en fait également notre problématique. Est-ce qu'il y a des frites? Est-ce que c'est le repas de Noël? Est-ce que c'est un repas asiatique? Parce que ce sont des choses qui vont effectivement attirer plus de personnes pour manger. Donc il est important aussi de prendre en compte ce genre d'éléments. Donc maintenant, on va parler un peu plus de modèles. Une fois que l'on a ces données, une fois qu'on les a traitées, ces données, qu'est-ce que l'on peut en faire? Eh bien, c'est là que va se mettre en place cette logique de modélisation. Plusieurs choix vont s'offrir à nous. Ici, je vais vous présenter 4 options qui sont même disponibles sur le projet qui est open source, donc sur les repositories GitHub. Donc, par exemple, on peut faire des très simples approches statistiques qui se traduiraient par calculer des moyennes très basiques du type combien de personnes ont mangé en moyenne cette semaine-là par le passé, et utiliser ces simples observations. Donc évidemment, on ne parle pas ici de modèles très compliqués, mais c'est déjà une modélisation qui est intéressante parce qu'elle se permet de se rendre compte, sans vraiment gros efforts d'implémentation, quel type de performance, quel à peu près niveau on peut souhaiter battre en utilisant justement des modélisations plus complexes qui vont prendre plus de temps à utiliser. Maestria a par exemple mis en place un modèle qui est basé sur des techniques d'économétrie. Donc ici, justement, on va tâcher de prendre les variables explicatives qui ont été identifiées et qui vont être vues comme des estimateurs indépendants de l'effet global, à savoir combien de personnes vont manger. Et l'entraînement, en fait, va correspondre à savoir comment pondérer ces différents effets, trouver les meilleurs coefficients, les meilleurs paramètres pour dire tel effet va avoir telle influence. On peut aussi, au vu des données, utiliser des techniques de série temporelle que Vertigo a mis en place, par exemple en utilisant la librairie Prophet. Donc là, l'idée des techniques d'analyse de série temporelle, c'est de se dire les données dépendent du temps. Chaque jour, on a une nouvelle observation qui est rentrée, à savoir combien de personnes vont manger. De ce fait, en fait, vu que les données dépendent du temps, on peut chercher à extraire des niveaux, donc à savoir à peu près combien de personnes mangeaient en moyenne chaque jour, des tendances, est-ce que c'est plutôt à la hausse, est-ce que c'est plutôt à la baisse, et une saisonnalité. Est-ce qu'il y a plus de monde justement après janvier parce qu'il y a eu des nouvelles inscriptions scolaires et un peu moins de monde en septembre, est-ce qu'il y a plus de variabilité en septembre, ce genre de choses. Et on peut aussi proposer des techniques d'apprentissage automatique, machine learning, que l'on a mis en place également chez Vertigo, où ici, l'idée c'est de donner toutes ces données à un algorithme qui va tâcher d'entraîner un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire entraîner ici? Ça veut dire essayer de comprendre les relations entre chacune des variables explicatives afin de trouver quelle est la relation, en fait, qu'est-ce qui fait que plus de personnes venaient manger un jour ou un autre. L'algorithme qui est mis en place et qui est disponible ici, c'est du gradient boosting basé sur des arbres de décision. L'idée, grosso modo, c'est comme si on va chez le médecin, tout d'abord un médecin généraliste, qui nous donnerait un diagnostic, et qu'après, suite à ce diagnostic, on va aller voir un nouveau spécialiste, par exemple un gastro-entérologue qui redonne un nouveau diagnostic, puis par exemple un cardiologue qui redonnerait un autre diagnostic parce que le précédent était faux. Donc l'idée, c'est d'avoir différents arbres de décision, donc qui vont permettre, au vu des deux variables explicatives, de venir donner des prédictions et de venir après corriger ces prédictions en s'enchaînant de manière séquentielle. Donc voilà les différents algorithmes qui ont été proposés. Et qu'est-ce qui se passe justement? Eh bien, une fois que ces algorithmes sont encodés, en fait, sont disponibles, on va, une fois qu'on les a entraînés, pouvoir fournir de nouvelles données. Qu'est-ce que j'entends par nouvelles données?
Eh bien, en fait, mettons qu'on se projette à aujourd'hui. Donc, on est le 15 décembre, on a des données disponibles depuis le 1er janvier 2012. Eh bien, du 1er janvier 2012 au 15 décembre 2020, on se dit, on s'entraîne sur ces données-là. Donc, notre modèle va capter toutes les relations qui sont contenues dans la variable explicative de ces données. À partir de là, on peut dire, notre modèle, on va essayer de lui faire des nouvelles prédictions pour le 1er janvier 2021 jusqu'aux périodes des vacances scolaires d'hiver, donc jusqu'à février 2021. Et bien là, justement, c'est exactement ça. On lui donne quelques données en entrée, à savoir les jours, à savoir qu'est-ce qui va être mangé ce jour-là, quels sont les menus, et le modèle va dire, vraisemblablement, il va y avoir 30 personnes. Donc, maintenant, on l'a vu, on a compris comment ça marchait une prédiction, quels étaient les algorithmes. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on choisit un modèle, comment est-ce qu'on sait si un modèle est pertinent ou non, est-ce qu'il a des bons résultats ou non. Et je vais laisser Florent, justement, présenter ça. Merci Nicolas. Je vais essayer de ne pas être trop technique sur la manière dont on évalue la fiabilité d'un modèle, mais simplement la question est de savoir en réalité, est-ce que la valeur prédite était effectivement égale au nombre d'enfants qui se sont présentés le jour en question. Et lorsque c'est exactement égal, on a une différence qui vaut 0. Et ensuite, lorsqu'il manque des repas, on a une différence qui est inférieure à 0. On n'a prédit pas assez de repas par rapport au nombre de convives qui se présentent le jour en question. Et lorsqu'on a trop prédit, lorsqu'on a prévu plus de repas que le nombre d'enfants qui arrivent le jour en question, on a une différence qui est supérieure à 0. Et donc, les petits graphiques là, que je vous présente à gauche sur cette diapo, ils montrent un peu comment est-ce qu'on va évaluer cette fiabilité. En fait, on va avoir une barre verticale au niveau du 0 qui représente en fait la prévision parfaite, entre guillemets. On a trouvé exactement, on a prévu exactement le même nombre de convives que ce qui s'est effectivement présenté le jour en question. Lorsqu'on est à gauche de la barre, ça veut dire qu'il manque des repas, en tout cas au niveau global. Lorsqu'on est à droite de la barre, cela veut dire qu'on a prévu trop de repas. La hauteur des barres, là pour ce qui est de la production par jour, traduit le nombre de jours où le cas de figure s'est présenté. Et donc, en rouge, en rose, là, on a présenté en fait les estimations qui avaient été. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données sur les années de 2012 à 2017 pour entraîner les modèles. Il y a après des petites finesses dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais s'il y a des questions techniques, je pourrais en développer un peu. Et ensuite, on va faire ce test-là dont je viens de parler. Est-ce qu'on compare ce qui sort du modèle avec ce qui s'est effectivement passé dans la réalité sur l'année scolaire 2018 à 2019. Et donc, on regarde d'une part et on compare qu'est-ce qui s'est passé pour les agents, combien eux avaient prédit et combien d'enfants se sont effectivement présentés. Et on regarde également pour le modèle, combien le modèle, sans savoir ce qui allait se passer, avait prédit et combien par rapport au nombre d'enfants qui se sont effectivement présentés. Et donc, ça, ce sont donc les deux histogrammes qu'on voit présentés ici de manière superposée. Et donc, en fait, plus les barres sont hautes, sont vers la droite, plus on a des surévaluations. Plus elles sont vers la gauche, moins on a de surévaluation, donc de gaspillage alimentaire. Le problème étant qu'il faut essayer absolument de minimiser le nombre de cas où on n'a pas assez de repas pour tous les enfants qui viennent se présenter. Je ne dis pas assez de repas, en fait, dans ces cas-là, si jamais il manque quelque chose, d'une part, c'est souvent des barquettes pour 6 portions, donc les enfants peuvent les partager. Et puis deuxièmement, il y a aussi toujours des repas de secours dans les écoles et la cuisine centrale. Mais bon, c'est le fameux menu ravioli auquel les enfants ne sont pas particulièrement attachés toujours. Donc voilà. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que voilà, on cherche à minimiser en fait, à éviter à tout prix la sous-estimation tout en minimisant les surestimations. Donc, par rapport à cela, ce qu'on observe en fait, c'est que les deux modèles, lorsqu'on a un peu, alors
y a beaucoup de paramètres qui peuvent bouger, donc c'est toujours un peu difficile de savoir où est-ce qu'on va atterrir. Mais grosso modo, pour les deux modèles, l'optimum, il se situe autour de 6,5, 6,6%, 6,5 pour le modèle de Maestria, 6,6% pour le modèle de Vertigo, donc assez proches l'un de l'autre, contre une surévaluation moyenne par les agents qui avait été de 9,6% pour l'année en question. Ce différentiel-là, il représente environ 430 repas par jour, c'est ce dont je vous parlais. Donc, voilà, c'est sur une journée, sur 16 000 repas, 430, ce n'est pas non plus énorme, mais tous les jours, ça finit par faire des quantités qui sont assez importantes et qui, y compris du point de vue du coût des matières premières que ça représente, finissent par arriver, on arrive à 90 000, 100 000 euros au bout de l'année. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, la différence, elle est ténue, mais c'est avec ces petits éléments qu'on finit par faire des sommes assez importantes. En revanche, ce qu'on va remarquer, c'est que sur tous ces modèles-là, en fait, on était très embêtés au départ, et je t'en peut-être en parler, c'était le fameux mystère de la bolognaise végétarienne. Mais on avait en fait des accidents d'estimation. On avait certains jours où il manquait quand même 400 repas ou 800 repas et on ne comprenait pas pourquoi ça se faisait. Et donc, on avait eu tendance, dans un premier temps, à augmenter les marges d'erreur, ce qui avait tendance à dégrader la performance des modèles. Mais on s'est rendu compte en réalité que cela, ça venait en fait non pas de la partie modélisation dont Nicolas parlait, mais de la partie préalable en fait de traitement de l'information par les outils, par ces mêmes outils, où en fait, il passe en revue les menus et comme Nicolas l'a dit, on essaie de voir est-ce qu'il y a de la viande, est-ce qu'il y a du poisson, etc. Et en fait, le modèle, sur certains termes qui étaient ambigus, n'arrivait pas à reconnaître un repas végétarien ou un repas avec poisson et le confondait avec un repas avec viande. Or, il faut savoir qu'à Nantes, en tout cas, dès lors qu'il y a un menu végétarien, on a 400 convives de plus en moyenne qu'un jour avec viande. Lorsqu'on a un repas avec poisson, on a environ 800 convives de plus qu'un jour, en moyenne qu'un jour avec viande. Donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, on ratait en fait ces variations et ces anticipations. Et encore une fois, pour clarifier, c'est-à-dire que lorsqu'on compare les deux modèles, là, comme je l'ai fait lorsque je parle de précision, ça peut être un peu trompeur parce que l'idée n'est vraiment pas de dire on va remplacer les estimations des agents par les estimations du modèle. Les agents, ils ont accès à une information que le modèle n'aura jamais. La vie de l'école, ces sorties scolaires qui ne sont pas forcément prévues suffisamment longtemps à l'avance pour être prises en compte. Et donc, et puis par ailleurs, ils ont aussi une connaissance du terrain avec des informations diffuses qui ne seront jamais modélisables. Et donc, l'idée, c'est vraiment de non pas de pousser des estimations chiffrées aux agents, mais de pousser les facteurs qui ont été prépondérants dans l'évaluation du modèle. Attention, ce jour-là, c'est l'Aïd. Attention, ce jour-là, on est la semaine précédant les vacances et on a généralement dans votre école une baisse significative. Bref, ce genre d'informations plutôt qualitatives qui vont permettre aux agents d'améliorer leurs prédictions. Je passe la parole à Mayol pour la partie, la troisième partie. Bonjour à tous, donc Mayol Maestria. Donc comme vient de l'indiquer Florent, on arrive à construire des modèles qui peuvent nous aider à améliorer, à réduire la surproduction. Donc ça, c'est plutôt bien, mais du coup, si on veut passer l'étape de l'expérimentation et qu'on veut que ces modèles soient réellement utilisés par les agents, on voit qu'il reste encore du travail. Et donc là-dessus, on a travaillé ou on va travailler sur 4 axes. Le premier, Florence, si tu peux passer. Le premier, ça va déjà sur lequel on a travaillé, c'est s'adapter au processus actuel. Donc là, au début du projet, on a réalisé une enquête terrain. Donc c'est-à-dire qu'on s'est rendu à la cuisine centrale, on a rencontré les différentes personnes, diététiciennes, responsables de production, logistique. On est allé aussi dans les établissements, rencontrer les agents de restauration pour comprendre le processus actuel. Et dans ce processus actuel, comprendre à quel moment sont prises les décisions, des commandes, des estimations, et dans quel contexte. Donc, est-ce qu'on peut aider sur ces moments-là avec un modèle statistique et sous quelles conditions? Puisqu'il faudra se placer en conditions réelles, quelles données on disposera à ce moment-là. Et donc, on s'est calé sur ce contexte-là pour caler nos modèles. Qu'a donné aussi cette enquête, ça nous a remonté beaucoup d'informations. Alors déjà, on s'est rendu compte que
les facteurs qui étaient identifiés par les agents, c'était des facteurs qui influençaient effectivement la fréquentation. On l'a vu statistiquement. On nous a remonté aussi des problèmes où finalement, dans les établissements, ils ne sont pas forcément équipés informatiquement, ils n'ont pas d'ordinateur ou de tablette. Ils sont obligés de se déplacer dans le bureau du directeur pour faire les saisies ou les commandes de repas. On voit que leur proposer un nouvel outil, ils ne sont pas forcément dans les meilleures conditions pour l'utiliser. Et ensuite, ce qui est très important de noter, c'est que finalement, les agents étaient réticents. On leur parlait d'un outil, mais qui n'ont pas demandé et qui générait des craintes. Déjà, on n'y croit pas. Il faut éviter de nous enlever notre savoir-faire. Et puis attention, il faut qu'on garde une marge parce que c'est ce que font les agents. Ils prévoient quelques repas en plus pour éviter de se retrouver avec des enfants sans repas ou obligés de manger les raviolis, comme l'indiquait Florent. Donc, on a vu, au moment de l'enquête, on s'est dit, oula, on part avec un gros déficit de confiance sur le projet. Peut-être que le challenge, ça ne va pas être de faire un modèle, mais ça va bien être de faire en sorte qu'il soit utilisé par tous les agents. Donc, deuxième axe de travail là-dessus, c'est d'éclairer l'interprétation. Nicolas en avait parlé déjà, mais on se retrouve avec quasiment 90 utilisateurs qui ne sont pas forcément technophiles. On leur met à disposition un outil et qu'ils n'ont pas forcément demandé. Donc, il faut absolument éviter le phénomène boîte noire, donc d'avoir un outil qui propose une estimation et on ne sait pas d'où elle sort. Donc, on a travaillé sur des modèles qui sont interprétables, compréhensibles. Donc, du côté de Maestria, nous, notre parti pris, ça a été de modéliser les effets constatés par les agents. Donc, vu que c'est les effets qu'ils constatent, ils ont plus de chances de se les approprier. Et côté Vertigo, l'idée, ça a été de rajouter un module d'interprétation, en quelque sorte, pour indiquer sur chacune des estimations quels ont été les facteurs les prépondérants. Donc voilà, c'était une première piste de bien développer des modèles qui soient utilisables et interprétables par les futurs utilisateurs. Donc ensuite, une fois qu'on a cet outil, dans la continuité, il faut l'emballer, entre guillemets, l'outil mathématique pour qu'il soit utilisé, il faut l'emballer. Donc là-dessus, avec l'équipe de Maestria, on a construit un prototype d'application. Donc c'est une progressive web app. Ça veut dire que ça s'installe très facilement à partir d'une URL que vous retrouvez ici, que vous pouvez tester éventuellement, qui s'installe sur des tablettes, sur des smartphones, sur tous les dispositifs possibles. On a fait ce choix-là parce que pour répondre à la diversité des infrastructures, des infrastructures informatiques des établissements, donc là, a priori, il y a une solution dans chaque cas de figure. Et l'idée, c'est à partir de cette application de faire déjà de la co-construction. C'est un prototype. L'idée, on réunit tous les futurs utilisateurs autour de la table, et on travaille sur les différentes fonctionnalités de l'outil. Pour les impliquer, l'idée, c'est que ça devienne leur projet, leur outil, et que ça facilite, in fine, l'adoption du projet de l'outil. À côté de ça, il faudra prévoir un dispositif pour accompagner le changement qui se baserait d'une part sur de l'information, pourquoi on fait ce projet et comment ça va se passer. Un dispositif aussi de formation pour que chacun des utilisateurs, le jour J, sache réellement utiliser l'outil. Et enfin, un dispositif de support où on a des personnes qui peuvent aider les agents, notamment lors du démarrage, et éviter les couacs. Dernière piste, qui est plutôt une opportunité, un bonus, j'ai envie de dire, ça serait de passer aussi, de cibler d'autres facteurs du gaspillage. Là, on a vu, c'était le gaspillage de surproduction. Il y a un autre facteur qui est important, c'est les restes d'assiettes. Il y a l'ADEME notamment qui, dans son étude, a montré que en fait, les restes d'assiettes étaient responsables de plus de la moitié du gaspillage alimentaire. Et en plus, quand on a vu les agents, ce qu'ils nous ont remonté, c'est qu'il serait vraiment intéressant de pouvoir remonter à la cuisine centrale des retours, des commentaires sur chacun des menus. Donc, par exemple,
bah là, le grammage n'était pas forcément adapté. Peut-être qu'une demi-pomme suffirait, une demi-pomme par enfant suffirait. Ou peut-être aussi que les épinards bio du producteur local, qui sont peut-être un peu plus chers, fonctionnent mieux que des épinards classiques. Et donc, on voit une volonté de vouloir remonter ces informations à la cuisine centrale. Et du côté de diététicienne aussi, un intérêt à avoir cette base de données qui lui permettrait d'adapter les menus, notamment pour réduire le gaspillage alimentaire. On peut même imaginer qu'avec cette base de données, on pourrait très bien développer des IA, encore une fois des modèles, qui permettraient de comprendre les facteurs qui engendrent le plus les restes d'assiettes. Donc, on voit dans cette perspective qu'on aurait à la fois un outil qui permettrait de maîtriser la surproduction et un outil qui chercherait à réduire les restes d'assiettes. Et donc, ça rendrait l'initiative probablement plus efficace et avec un impact significatif. Merci Mayol. Du coup, je vais peut-être proposer à Francky Trichet de peut-être, donc on a présenté la méthode de cette expérimentation-là, les résultats, les différents modèles qui avaient été choisis, les résultats et également la partie un peu d'accompagnement pour l'adoption qu'on envisage. Mais peut-être que Francky, tu pourrais présenter aussi un peu la vision plus large dans laquelle ça s'inscrit, pourquoi on fait cette expérimentation-là, qu'est-ce que les algorithmes peuvent apporter à l'action publique. Voilà, donc je propose peut-être que tu redonnes aussi un peu la vision globale dans laquelle tout ça s'inscrit. Très bien, merci Florent. Bonjour à tous et ravi de pouvoir effectivement participer à cette présentation d'une expérimentation qui, je pense, va rentrer dans l'histoire de ce que doit être aujourd'hui les intelligences artificielles au service des politiques publiques, et en particulier, si bien évidemment les résultats sont à la hauteur de nos expériences, mais en tout cas, ils sont plutôt prometteurs. L'idée de cette expérimentation, elle vient vraiment de la volonté à Nantes de pouvoir, à un moment donné, travailler sur des IA territorialisées qui viendraient à partir de la donnée qualifiée qui sont à disposition aujourd'hui des collectivités et donc du service public, qui viendraient nourrir en fait des problèmes qu'on rencontre un peu partout dans toutes les collectivités, qui sont des problèmes qui se généralisent, qu'on soit à Brest, qu'on soit à Montpellier, qu'on soit au Givre, qu'on soit dans une petite commune dans la montagne. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à cette problématique de se dire aujourd'hui, nos enfants doivent manger tous les midis à l'école. Et en fonction des territoires, on a plus ou moins de flexibilité, et c'est bien. Mais à un moment donné, on doit aussi être en capacité de pouvoir apporter des outils, des regards, faire de la prospective. Et je pense que notre volonté à Nantes, c'était de trouver des sujets, des terrains d'expérimentation dans lesquels les intelligences artificielles ou les approches techniques, les paradigmes, quel que soit, on ne va pas rentrer dans la technique ici, mais en tout cas, l'intelligence artificielle soit considérée comme une chance, une opportunité pour justement anticiper, pour ne pas subir, et accompagner des démarches humaines. Donc, on est plutôt sur une approche d'aide à la décision et dans lesquelles on essaie d'identifier des configurations remarquables. Alors, ce travail-là, il s'inscrit vraiment dans cette volonté de contribuer à l'échelle nationale à ce que j'appelle une bibliothèque des communs, faire en sorte qu'on puisse mettre accessible à tous les collectivités, sous condition effectivement qu'ils puissent avoir les données suffisantes pour justement arriver à une massification suffisante pour avoir une efficience des résultats. Donc ça, dont acte, c'est l'objectif aussi d'un rapport qui va être soumis et peut-être d'un livre blanc qui permettrait justement de pouvoir poser les bases, l'ingénierie de ce que doit être en fait une IA au service d'une politique publique. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un exemple très concret. Comment on fait l'accompagnement au changement, on le voit bien, l'intégration d'un outil comme celui-ci dans des pratiques qui aujourd'hui peuvent reposer sur le numérique, mais pas que. La qualification de données très en amont, depuis combien d'années, si on veut avoir des résultats, l'observation de configuration remarquable qui peut être aussi intéressante et avoir ce que j'appelle des effets non prévus, puisque pour l'instant, aujourd'hui, je crois que l'outil montre aussi qu'il y a des choses qui sont peut-être encore à explorer, à fouiller, et je trouve ça très intéressant. Bref, là, cette volonté de porter cette idée de mettre en commun des IA qui seraient traînées à un endroit et pouvoir être utilisées dans un autre endroit, parce que les spécificités, les singularités de chacun des territoires. Donc, en tout cas, moi, la démarche qui a été lancée et le fait que le collectif Naonedia aussi soit dans cette dynamique, et je remercie les acteurs, effectivement, aujourd'hui, Vertigo et Maestra, d'avoir contribué à cette démarche-là. On a lancé un collectif Naonedia autour de l'intelligence artificielle ici à Nantes, et on souhaite vraiment continuer, poursuivre
ces expérimentations, ces exemples très concrets dans lesquels on montre que non, l'IA, ça peut vraiment apporter du bon, du très très bon, et pour le privé, mais aussi pour le public. Et je trouve qu'on manque d'applications très concrètes. Maintenant, il faut encore une fois dérouler, expérimenter, et c'est l'objet effectivement de cette journée aujourd'hui, kick-off, parce que c'est le lancement aujourd'hui de cette intelligence artificielle qui va être expérimentée à partir de janvier dans les écoles. En tout cas, l'état d'esprit dans lequel on est aussi, c'est vraiment de se dire qu'on rend accessible à la fois des données ici à Nantes. On a une politique open data très forte. On a une charte métropolitaine de la donnée qui sera présentée cet après-midi également, qui a été inaugurée il y a 1 an et sur laquelle on a des avancées, puisque la donnée, c'est un objet politique au sens noble du terme, sur lesquels il faut poser des valeurs, des contraintes et des cadres pour réguler. Et donc, les algorithmes inhérents à ces données-là doivent aussi être dans une dynamique de cadre, et ce cadre, on le régule avec des engagements éthiques, et on le régule aussi avec cette volonté de rendre accessibles les algorithmes à tout à chacun. C'est la démarche dans laquelle on est parti. Pour terminer, je crois que ce sujet-là, il est assez particulier, parce qu'on le voit bien, et merci toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. On rentre effectivement un peu comme un mineur dans une mine d'or. On a tout un tas de données, on ne sait pas ce qu'on va observer. On est parfois très content, parfois un peu plus frustré, mais je crois que les résultats sont plus qu'encourageants, pour tout vous dire. Moi, je suis chercheur en intelligence artificielle également. Alors, j'en fais un peu moins, effectivement, pour être franc et transparent avec vous. Mais voilà, j'ai eu une thèse en IA il y a beaucoup d'années maintenant. Et on voit bien ici, on va dire, le facteur d'impact que peut avoir une IA. Qu'on ne peut pas de toute façon résumer, qu'on ne peut pas avoir effectivement aujourd'hui avec une approche purement humaine ou avec tout un tas d'experts. Là, elle vient apporter de l'information, des surprises, des configurations remarquables qu'on ne peut pas imaginer, et c'est bien là la force de l'IA. Mais c'est aussi son côté aussi très bien réducteur, où en fait elle doit vraiment être appropriée. Et c'est aussi une démarche nantaise. Hein. Nous, on a voté en conseil métropolitain dans cette charte une clause qui dit qu'on s'interdit toute utilisation d'une intelligence artificielle qui serait automatiquement intégrée dans un processus numérique, quel qu'il soit. Et là, on le voit bien ici, et vous l'avez présenté, le facteur de réussite, la réussite de cette utilisation-là, de cette IA, elle sera à l'aune de l'appropriation par les humains. Et c'est notre volonté, c'est qu'en fait, ça reste un outil, un compagnon. J'aime bien cette expression-là, parce que le compagnon, il est là pour aider, mais en aucun cas pour supplanter, en aucun cas pour prendre la place d'eux, bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Et je pense qu'il faut aussi qu'on combatte cette caricature parfois un peu réductrice du café du coin qui dit on va remplacer. Non, ce n'est pas le sujet. Et je pense qu'à Nantes et même en France, personne ne veut remplacer les humains par une IA. Là, on est vraiment dans des discussions de café sur lesquelles, voilà, je pense qu'il faut être un peu exigeant, responsabilité. Et oui, il y a des choses à critiquer, mais quand on définit un cadre éthique, comme on a pu le poser dans le cadre de la charte, et quand on met tout en open source avec cette volonté de pouvoir faire partager au plus grand nombre, et encore une fois, cette humilité de se dire, on rentre dans une expérimentation, peut-être que dans 6 mois, on dira stop, si on se rend compte qu'il n'y a pas de gain potentiel. Ou peut-être, ou encore, parce que c'est encore en disant, si en plus, ça nous permet effectivement de mieux anticiper, de prévoir le nombre de menus, donc effectivement d'éviter certaines pertes, donc aussi avoir un impact financier, je pense que tout ça, ça s'évalue. Et ensuite, on met au service d'une profession aujourd'hui. C'est un outil complémentaire de ce qui peut être utilisé aujourd'hui dans cette profession autour des cantines scolaires. Et il y aura d'autres sujets, je vous le promets qu'il y aura d'autres sujets, puisqu'en France, en France et à Nantes, on veut vraiment être précurseur sur les IA au service de l'efficience des services publics, et avec toujours ce cadre éthique, toujours cette transparence et cette volonté de faire profiter le plus grand nombre. Et si ça ne marche pas, on dit stop. Et si ça marche bien, on dit encore, et on va explorer d'autres politiques publiques. Voilà ce que je voulais dire en tout cas, et merci à toute l'équipe. Et je crois que voilà, on est sur un premier pas. Et la finalité, c'est toujours d'aller sur des politiques publiques et des problématiques qui sont partagées par tous. Parce que je crois que, et j'adorerais, j'espère qu'il y a des collègues de Montpellier, de Toulouse, de Bordeaux, de Paris, mais aussi des collègues de petites communes, des territoires qui peuvent s'emparer aussi de certaines politiques publiques et traîner des IA comme on le fait et partageons tous. Peut-être que dans 5 ans, on aura cette bibliothèque de commun sur les intelligences artificielles dans laquelle on aura de façon collective
construit quelque chose d'assez remarquable et qu'on continuera à faire vivre. Merci beaucoup, Francky. Merci. Donc, plein d'idées encore pour la suite. Et donc, ce n'est qu'une première étape. Donc, à tous les participants, enfin, à tous le public, vous pouvez poser des questions dans le chat. On a 2 questions qui sont arrivées. La première, c'est est-ce que les jours spéciaux ont été retirés du dataset d'entraînement? Comment prévoyez-vous d'obtenir des prédictions satisfaisantes pour ces jours spéciaux? Je vais lire également la deuxième question avant de donner la parole. Deuxième question, la mise en place en janvier ne risque-t-elle pas d'être remise en cause par les événements actuels, confinement, situation sanitaire? Les algorithmes ont-ils pu prendre en compte les données récentes liées à ces situations particulières? Je vais laisser Nicolas peut-être faire un premier élément de réponse et puis je vais compléter. Nicolas? On ne t'entend pas, Nicolas. Hop. Allô, c'est bon? C'est bon. Voilà. Merci, je disais, pour la suite de la présentation. Et donc, au niveau de la première question, donc, sur les jours particuliers, donc, en fait, il faut vraiment mettre ça en regard avec ce qu'a dit Florent et également Mayol, que c'est justement, il y a des jours, typiquement les grèves, on ne les sait pas suffisamment à l'avance. L'intérêt, justement, des modèles, c'est de pouvoir prédire beaucoup de temps à l'avance. On peut faire du 10 semaines à l'avance pour pouvoir anticiper. C'est pour aider aussi au niveau des commandes. Mais il y a des éléments, type les sorties scolaires, type les grèves, qu'on ne peut pas anticiper comme ça. Et c'est pour ça que ces modèles, ils doivent être là comme des aides, des indicateurs, mais qu'il faut toujours qu'il y ait une intervention humaine derrière qui va avoir justement plus d'informations. Typiquement, aujourd'hui, il y a une sortie scolaire. Le modèle proposait peut-être telle valeur. Dans un cas classique, ça aurait été cette valeur. Mais comme il y a une sortie scolaire, je sais que moi, agent qui ai cette connaissance, je peux pousser une valeur qui est inférieure et du coup que le modèle ne pouvait pas avoir. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un modèle qui est au service en fait des gens et qui peut aider les gens, mais il faut toujours contrôler aussi ce qui se passe derrière. Concernant la partie Covid, en effet, la partie confinement, donc là, l'expérimentation et les données qui ont été montrées a été fait les tests, enfin l'entraînement a été fait jusqu'en 2018 et la phase de test s'est faite sur toute l'année 2019 et le début de l'année scolaire 2019-2020. Donc on n'était pas sur une période Covid en fait. Évidemment, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui va se passer si tout se passe bien en janvier, que c'est fini, on verra. Qu'est-ce qui va se passer et c'est là où une phase de test est importante. On va pouvoir se poser la question, est-ce qu'il faut, en fait, il y a 2 cas de figure vraiment à étudier. Est-ce qu'il faut intégrer les données Covid, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un après-Covid qui va être impacté par les données en ce moment, ou est-ce que le modèle va bien se comporter justement une fois que tout serait revenu dans l'ordre, c'est-à-dire est-ce qu'on va en fait un peu oublier les données, il faut les oublier et reconsidérer que tout continue comme avant, ou est-ce qu'il faut justement réfléchir à intégrer, et ça on le verra seulement avec une phase de test un peu poussée, est-ce qu'il faut réintégrer des choses, comment est-ce qu'on peut réadapter pour utiliser ces données Covid pour traduire l'après, qu'est-ce qui se passe après. Donc là je ne peux pas répondre plus que ça. Merci. Oui, donc dans les jours spéciaux, il y a certes, et ça fait écho à une autre nouvelle question qui vient de nous arriver là, ça fait écho certes à l'épidémie. Nous, on avait arrêté les données en décembre 2019 parce que c'est à ce moment-là qu'on a préparé pour tout le travail. Mais il y avait déjà aussi des jours spéciaux avant. On pense notamment aux grèves qui sont un fort facteur de perturbation. On l'a pris en compte, les données, encore une fois, hein, les données sont en ligne, elles sont sur l'open data. Ces éléments-là, les données n'ont pas été enlevées des jeux de données, c'est juste que dans la manière de les prendre en compte, on a créé des variables et il y a des moments où on filtre, des moments où on ne filtre pas. Au moment où les gens font leurs prédictions, on ne sait pas s'il y aura une grève. Le préavis de grève en France, c'est 5 jours. Donc voilà, ça on ne le sait pas forcément à l'avance. Par ailleurs, les questions de Covid, c'est des choses qui vont modifier de manière structurelle les comportements. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne sait pas prendre en compte. L'IA, l'algorithme, il sait faire ce sur quoi il a un historique d'apprentissage. Donc, pour des choses qui sont vraiment nouvelles, avec des configurations qui sont inédites, il peut y avoir des choses qui font écho à des choses qui se sont déjà produites, mais lorsqu'on est sur une ampleur, par exemple, comme la crise sanitaire, c'est des choses qui peuvent pas être prises en compte. Donc, c'est également la raison pour laquelle
Enfin, c'est illusoire de vouloir remplacer les agents. Enfin, je veux dire, on n'est vraiment pas dans cette perspective-là et c'est pas du tout. Rien ne sera aussi précis dans des contextes perturbés qu'une bonne équipe bien soudée qui communique de manière flexible. En revanche, lorsqu'on est sur des fréquences du temps long avec ces configurations particulières dont parlait Francky, le fait de la combinaison des différents facteurs temporels, là, l'IA est plus forte que l'humain, entre guillemets. Le fait de savoir qu'au mois de février, on a une petite baisse, mais là, on est juste avant des vacances, et qu'en fait, il y a le calendrier des fêtes religieuses qui se décale tous les ans, arrive à ce moment-là, ça, c'est très compliqué à prendre en compte. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur une vision de complémentarité. Je vais compléter avec les questions qui nous sont parvenues par la suite. N'est-il pas illusoire de penser que certains agents des cantines seront remplacés par les IA, ne seront pas remplacés par les IA si ses capacités prédictives sont meilleures qu'un humain? Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on a. Je pense qu'on a déjà un peu répondu. En quel langage la solution a-t-elle été développée? Et il y a aussi également, est-ce que le projet sera open source et ouvert au public? Le projet est déjà open source, ouvert au public. Je vous invite à aller voir sur le portail GitHub de Nantes Métropole. Vous trouverez les codes sources on est en train de mettre en ligne ceux de Maestria, mais ceux de Vertigo sont déjà en ligne. C'est du Python, c'est en licence ouverte. Les données sont sur l'open data. Allez-y, reprenez les données, jouez. L'idée, c'est vraiment aussi qu'on attend des tests et des différentes choses. Et il y a également une autre question qui était, les utilisateurs seront-ils sensibilisés aux problématiques liées à l'interprétation des données? Là, je vais repasser la parole à Mayol parce que c'est déjà aussi ce que lui a expliqué, mais je vais peut-être le laisser compléter sur ce point-là. Ok, merci Florent. Bah, oui, effectivement, en fait, les modèles, il faut bien se rendre compte qu'ils sont valides, mais que sur un domaine de validité, sur des choses qu'ils ont vues par le passé. Et donc, c'est là où on peut pas, c'est illusoire de penser qu'on va remplacer les agents. Il y a plein de choses qu'ils n'auront pas vues et on est obligé de garder une intelligence humaine pour ne pas rater des choses. Je vais prendre un exemple concret. Je me suis rendu compte qu'il y avait un facteur qui jouait beaucoup sur la fréquentation, c'est les ponts. Donc, quand on a un repas qui se situe entre un jour férié et un week-end, par exemple, on voit que la fréquentation, elle chute énormément. Mais en fait, on n'a eu que 2 observations sur les 10 dernières années. Et en fait, nos modèles, ils n'ont pas capté ça. Ce n'est pas suffisamment fréquent pour que le modèle arrive à comprendre ça. Et par contre, ça, c'est un humain, il peut très bien faire utiliser notre prédiction, enfin la prédiction du modèle et dire attention, là, il y a quand même un pont. Ça me paraît quand même un peu surévaluer l'estimation. Donc on voit bien, là, en fait, l'idée, c'est pas de remplacer, c'est bien, on parle souvent d'hybridation, c'est-à-dire on va commencer à trouver de la valeur quand les agents vont comprendre l'intérêt de l'IA et vont demander des nouvelles, des évolutions, se dire tiens, c'est intéressant, il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'on parlait aussi du gaspillage des restes d'assiettes. Donc c'est là où on va créer beaucoup de valeur. Moi, j'ai une question, Florent, en direct. La météo, comment on la prend en compte? Parce que ça fait en lien effectivement à une question sur. Merci. On sait la prendre en compte parce que, on sait voir, et notamment Maestria a fait tout un travail là-dessus pour tenir compte de la météo les jours en question. Donc, on a une station météo à l'aéroport de Bougnay, une station Synop, donc on a des données très fines. La question, c'est quelle information est disponible au moment où on fait la prédiction. Donc, nous, on sait modéliser et voir quelle va être l'incidence de la météo sur le jour en question. Simplement, c'est une donnée qui n'est pas disponible 4 semaines à l'avance. En revanche, comme pour les grèves, on peut refaire tourner les modèles. Les variables sont incluses dans les modèles. On peut refaire tourner les modèles 2-3 jours avant pour avoir une estimation ajustée. Le problème, il est que, comme je le disais, les matières premières sont déjà en magasin et la production est déjà planifiée à cette échelle-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que on sait le modéliser, on sait le prendre en compte, mais c'est une information dont on ne dispose pas et donc on n'a pas utilisé pour tester les modèles avec les évaluations que j'ai présentées, parce qu'elle, dans le cas d'usage qu'on aura, l'information ne sera pas disponible. Mais aujourd'hui, ça veut dire que les gens, il y a plus de consommation quand il pleut ou quand il ne pleut pas? Indépendamment de la. Je peux répondre peut-être, Florent. Vas-y. D'ailleurs, c'est les agents qui nous ont remonté ça. En fait, il y a plus de fréquentation quand il fait beau. J'avais plutôt tendance à passer l'inverse, mais a priori, les enfants ont plus de facilité à rester avec leurs copains quand il fait beau que inversement quand il pleut. Ok.
Merci encore une fois. Je vous invite aussi à échanger avec nous. On a dans le rapport qui est sur l'Open Data, il y a des liens pour nous interpeller via le portail Open Data, via GitHub. Donc n'hésitez pas si vous voulez poursuivre la discussion, si vous voulez échanger, participer, on est ouvert. Et encore une fois, Francky a fait un appel à d'autres territoires. Si vous êtes un autre territoire qui est intéressé par cette démarche-là, rapprochez-vous de nous, on sera intéressé pour continuer. Je vois que l'heure malheureusement, le temps est écoulé. Donc je vous remercie à tous et j'espère que cette conférence vous a intéressé. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Je vais donc couper la diffusion en direct.